François Tcheng, de l'âme. Première lettre. Cher ami, lorsque j'ai reçu votre première lettre, je vous ai répondu immédiatement. Avoir de vos nouvelles, plus de 30 ans après, m'a procuré une telle émotion que ma réaction ne pouvait être qu'un cri instantané. Votre deuxième lettre, que j'ai sous les yeux, je l'ai gardée longtemps avec moi. C'est seulement aujourd'hui que je tente de vous donner une réponse. La raison de ce retard, vous l'avez sans doute deviné, puisque votre missive contient une singulière injonction. Sur le tard, m'écrivez-vous, je me découvre une âme. Non que j'ignorais son existence, mais je ne sentais pas sa réalité. S'ajoute à cela le fait que, autour de moi, personne ne prononçait plus ce mot. Cependant, à force de vivre, de me délester de pas mal de choses, s'impose à moi cette entité irréductible, à la fois intangible et charnellement réelle. Elle m'habite, au cœur, au centre, et ne me lâche plus. Et puis un jour, je me suis souvenue de cette rencontre si lointaine, si estompée, qu'on dirait dans une autre vie, lors de laquelle, en passant, vous aviez glissé le mot dans notre conversation. J'étais trop jeune pour le saisir au vol. Entre-temps, j'ai lu certains de vos écrits. À présent, je suis tout oui. Accepteriez-vous de me parler de l'âme ? Il me semble qu'à partir de là, tout redeviendrait essentiel, ouvert. Face à votre requête que j'avais besoin de réécrire ici mot à mot, mon premier mouvement était de me dérober. L'âme n'est-elle pas justement cette chose dont on ne doit pas parler, au risque d'incommoder ? On ne doit ni ne peut, qu'on s'y hasarde, et l'on se découvre aussi démuni que celui qui chercherait à définir, par exemple, ce qu'est le temps, la lumière ou l'amour. Pourtant, ce sont là des éléments dont aucun de nous ne saurait nier l'existence, et dont notre existence même dépend. Est-ce à dire que je me résigne à vous opposer mon silence ? Non. Peu après vous avoir lu, je me suis ravisée. Parce que votre phrase « Sur le tard, je me découvre une âme », je crois l'avoir dite à maintes reprises moi-même. Mais je l'avais aussitôt étouffée en moi, de peur de paraître ridicule, ringard. Tout au plus, dans quelques-uns de mes textes et poèmes, j'avais osé user de ce vocable désuet, ce qui sûrement vous a autorisé à m'interpeller. Parlez-moi de l'âme. Sous votre injonction, je comprends que le temps m'est venu de relever le défi, autrement dit de m'armer de courage pour affronter les vents contraires. Où sommes-nous en effet ? En France. Ce recoin de terre censé être le plus tolérant et le plus libre, où il règne néanmoins comme une terreur intellectuelle, visualisée par le ricanement voltairien. Elle tente d'oblitérer, au nom de l'esprit, en sa compréhension la plus étroite, toute idée de l'âme, considérée comme inférieure ou obscurantiste, afin que ne soit pas perturbé le dualisme corps-esprit dans lequel elle se complaît. À la longue, on s'habitue à ce climat confiné, desséchant. Chose curieuse, il semble que ce phénomène soit avant tout hexagonal, qu'ailleurs, le mot en question se prononce plus naturellement, sans susciter grimaces ou haussements d'épaules, bien que là aussi son contenu soit devenu souvent vague et flou. Ici, donc, l'idée de l'âme tend à s'effacer de notre horizon, pour ne subsister que dans des expressions toutes faites, que la langue nous a conservées. En mon âme et conscience, la force d'âme, un supplément d'âme, âme sœur, âme damnée, la mort dans l'âme, sauver son âme, etc. Pour désigner la réalité que le mot âme avait charge de recouvrir, on a recours à une série de termes toujours plus nombreux et mal définis qui saturent notre univers mental. On nous parle du monde intérieur, de l'espace intérieur, ou plus banalement du fort intérieur. On nous entretient du champ, de la profondeur, et dans des cas particulièrement dramatiques, du gouffre, de l'abîme. Plus poétique, on userait d'expressions telles que paysage intime, jardin secret. Plus théorique, on partirait de l'idée de psyché pour avancer les notions d'appareil psychique, de centre d'identité.
Du côté plus spécifique de la psychanalyse, nous vient un riche vocabulaire qui tente de cerner les aspects à la fois imbriqués et éclatés de notre être intime. L'inconscient, bien sûr, qu'il soit individuel ou collectif, le moi, le surmoi, le ça, les pulsions. Devant cette avalanche de notions, de concepts, le kidam moderne se sent perdu. L'unité de son être est rompue. Il le perçoit comme un ramassis d'éléments disparates, arbitrairement collés les uns aux autres, une figure fragmentée, bardée de références qui ne renvoient pas à une vraie unité personnelle. S'il ose se mettre devant un miroir, face à son image divisée, il ne sait plus où donner de la tête, ni à quel sein se vouer. Véritable portrait à la Picasso ou à la Bacon. Bref, il est réduit à un misérable petit tas de secrets, comme disait André Malraux. Et il ne sait plus comment faire avec ce tas un tout, selon l'expression de Régis Debray. Il a tendance à faire appel à des marchands de bonheur, à des chirurgiens visagistes, pour lui venir en aide, pour lui refaire une figure apparemment cohérente, selon un canon fixé par on ne sait quel arbitre social. Figure d'emprunt, à laquelle il manque peut-être justement un élément essentiel, celui-là, l'âme.